10. Salut à tous, c'est Sully Perfect 10, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo pronostic de SummerSlam qui va avoir lieu dans la nuit de dimanche à lundi de 1h à 5h du matin, le pré-show ayant lieu de 23h à 1h. Donc ce show démarre plus tôt que d'habitude, vous le savez, quand c'est SummerSlam ou quand c'est WrestleMania, ça dure plus longtemps, mais ça a lieu aussi plus tôt. Alors comme la carte est très copieuse, je vous propose de ne pas traîner et de commencer tout de suite par le kick-off, puisqu'il y a 3 matchs de prévus. On va commencer par Akira Tozawa contre Neville pour le titre Cruiserweight. Alors comme vous avez pu le voir, la WWE nous a surpris en bookant un Tozawa Neville le dernier lundi avant SummerSlam, donc c'était lundi dernier à Raw. Et surprise supplémentaire puisque Tozawa a réussi l'exploit de récupérer la ceinture et donc d'être le premier lutteur à battre Neville clean en 1 contre 1, chose que personne n'aurait imaginé à seulement 6 jours de SummerSlam. Personnellement, ça m'a beaucoup déçu, pour ne pas dire énervé, qu'ils aient fait ça, car quitte à perdre son titre, autant que ça ait lieu à SummerSlam, car le règne de Neville c'est tout de même pas n'importe quoi. Ça faisait 7 longs mois qu'il était champion, après un heel turn très convaincant qui avait bluffé pas mal de monde, faisant de lui le meilleur heel de la division Cruiserweight et un champion incontestable. Donc le fait de stopper ce long règne dans un vulgaire Raw pré-pay-per-view m'a terriblement frustré, même si je me doutais bien que le rematch aurait de toute façon lieu à SummerSlam, mais ça m'a quand même pas mal déçu. Ils auraient pu attendre au moins SummerSlam pour qu'il y ait ce petit choc. Alors peut-être que le fait de l'avoir mis en pré-show, c'était justement pour éviter que ce changement de titre ait lieu dans un kick-off. Mais ça me gêne quand même. Sur le principe, ça me gêne beaucoup au vu du règne qu'a eu Neville. Par rapport au pronostic, je vais partir sur la victoire de Tozawa, et de façon clean, essentiellement pour 2 raisons. D'abord, le fait que Tozawa vient tout juste de prendre le titre, le tout accompagné de Titus O'Neil depuis peu de temps. Donc voilà, avec une nouvelle faction en quelque sorte, la Titus Worldwide, il y a une nouvelle storyline. Donc ça me paraît très bizarre de s'arrêter là. Donc que Tozawa perde le titre 6 jours après serait très surprenant, d'autant plus dans un match de kick-off, parce que dans des kick-offs, c'est perdre un titre dans un match de kick-off, je sais même pas si c'est déjà arrivé, ce serait très bizarre. Et seconde chose, redonner le titre à Neville après un règne aussi long n'aurait pas beaucoup de sens, quand bien même le timing dans lequel il a perdu son titre est plus que contestable. La feud entre ces 2 lutteurs qui commence à durer, et il est temps de passer à autre chose, je pense. Notamment, je pense à Tony Nese pour prendre la relève de Neville, lui qui a l'air de prendre de plus en plus d'importance à 205 Live et dont la gimmick a quelque peu changé. Il reste le premier athlete et il est devenu beaucoup plus narcissique qu'avant. Donc une feud avec Tozawa aurait donc l'avantage d'être neuve et donc de permettre à Neville de souffler un peu après un marathon durant lequel il aura beaucoup donné à la division Cruiserweight, qu'il aura véritablement porté à bout de bras, il faut bien le dire. Et d'ailleurs, à propos de repos, une news disait récemment que Neville en avait justement besoin de repos, c'est ce qu'il a exprimé visiblement. Donc tout va dans le sens d'une victoire de Tozawa, avec peut-être aussi au bout un retour de Neville dans le main roster, qu'il mériterait amplement et qui redynamiserait le mid-card de n'importe quelle brand, que ce soit Raw ou SmackDown. Voilà une idée qui pourrait être intéressante. Match suivant, les New Day vont essayer de conserver leur titre face aux Usos pour les titres SmackDown par équipe. Donc ce fut le 2e match annoncé dans le kick-off en milieu de semaine. Les New Day contre les Usos sont devenus de grands classiques de la WWE et les Usos étaient de toute façon la seule équipe heel crédible à SmackDown pour feuder avec les New Day. On se souvient de leur premier match au Money in the Bank, à l'issue duquel les Usos avaient volontairement et lâchement quitté le ring afin de conserver leur ceinture, ainsi que leur match à Battleground qui avait permis aux New Day de récupérer les ceintures. A noter que ces 2 matchs furent de
très bonne qualité, notamment celui de Battleground, qui fut probablement le meilleur match de tout le pay-per-view. On devrait donc logiquement avoir un autre bon match, hein, jamais 203 comme on dit. On a appris aussi dans le dernier SmackDown que ce seront Xavier Woods et Big E qui lutteront à SummerSlam, donc avec Kofi à l'extérieur. C'est d'ailleurs assez rare, pour ne pas dire inédit, hein, que l'on sache à l'avance qui luttera du côté des New Day. On a eu également un match entre ces deux équipes dans le dernier SmackDown, chose que je n'aime pas, hein, comme je vous l'avais dit tout à l'heure pour Tozawa Neville. Et ce sont les Usos qui avaient quelque peu créé la surprise en gagnant clean ce match. Donc si on compte les points, cela fait donc 2-1 pour les New Day, depuis que ces derniers ont rejoint la branche bleue. Cette victoire des Usos me donne l'impression que ça a été fait exprès pour mettre le doute et penser que les New Day peuvent être battus à SummerSlam. Mais personnellement, je vais donner la victoire aux New Day, car les New Day ne sont champions que depuis Battleground, et comme je disais pour Tozawa, je vois mal les titres changer de main dans un match de kick-off. Je trouverais ça franchement abusé, surtout pour les New Day, hein, qui sont une équipe populaire et qui fait vendre énormément de marchandises. Donc pour le moment, je maintiendrai les titres pour les New Day. Match suivant, Jason Jordan accompagné des Hardy Boys affronte le Miz et le Mistourage, Bo Dallas et Curtis Axel. Donc c'est un match qui a été booké ce mercredi seulement, donc tardivement, ce qui n'est pas une surprise, hein, vu que ça aurait été bizarre que le Miz et les Hardy Boys n'aient pas de match à SummerSlam, hein, et dans une moindre mesure Jason Jordan, dont le push est encore frais. Ça permet aussi de faire monter la sauce en attendant un potentiel Jordan contre le Miz pour le championnat intercontinental, titre qui sera le seul d'ailleurs à ne pas être défendu à SummerSlam, ce qui est assez dommage d'ailleurs au vu du prestige de ce titre et de ce que le Miz est arrivé à en faire. A noter une nouvelle fois que ce match a déjà eu lieu lors du dernier Raw, à nouveau, hein, décidément, et que ce sont Jordan et les Hardy Boys qui l'ont emporté. Donc décidément, les shows de cette semaine nous auront abreuvé de matchs déjà bookés à SummerSlam, c'est à n'y rien comprendre. Du coup, on pourrait se dire que les Heels vont cette fois-ci l'emporter afin d'égaliser à un partout, avec pourquoi pas une belle à Raw le lendemain. Et de plus, on a pu voir à Battleground qu'une victoire heel en kick-off n'était pas impossible lorsque Aiden English avait battu Ty Dillinger. Mon pronostic va donc aller vers une victoire du Miz et du Mistourage. On passe maintenant à la carte principale avec le Big Show contre Big Cass, avec comme stipulation que Enzo Amore sera enfermé dans une Shark Cage, donc tout en haut du ring. Voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai fait un petit montage sur le visuel du match pour bien montrer la cage, puisque la WWE ne l'avait pas fait. Alors Big Cass devrait, à mon avis, logiquement s'imposer, hein, pour appuyer son heel turn. De plus, le Big Show fait office de vétéran qui doit mettre en valeur le petit jeune, entre guillemets. Donc je ne vois absolument pas une victoire du Big Show. On parle aussi d'un heel turn d'Enzo, mais je ne comprendrai absolument pas l'intérêt et surtout la cohérence dans l'histoire s'il se joignait à nouveau à Cass après ce qui s'est passé entre eux ces dernières semaines. On dit aussi qu'Enzo a été mis dans une cage car il a peur du vide, hein, dans la vraie vie, et que sa mauvaise image en interne serait aussi une raison pour laquelle il est mis dans cette cage alors qu'il a le vertige. Donc ce serait une sorte de sanction que la WWE lui mettrait, une sorte d'avertissement de par ses différentes frasques et son attitude qui commence à agacer en interne. C'est ce qui se dit en tout cas d'après les rumeurs, même si on n'en sait rien à vrai dire. Reste à savoir si Enzo sera encore mis en valeur à l'avenir, car c'est aussi, il faut le dire, une bonne vache à lait qui rapporte de l'argent avec des produits dérivés, hein, qui marchent bien. N'oublions pas aussi le club qui est intervenu par surprise dans le dernier Raw afin d'aider Big Cass à blesser la main du Big Show. Il faudra garder ça en tête, d'autant plus que le club Gallows et Anderson n'ont rien de prévu à SummerSlam. La blessure du Big Show risque donc d'être vendue durant ce match, puisque sa principale arme, on le sait, c'est le Weapon of Mass Destruction, et donc avec sa main blessée, ça lui sera forcément plus difficile de l'appliquer. Un scénario aussi qu'on peut envisager, et qui est un grand classique des matchs avec une Shark Cage, c'est que Enzo vienne déposer un objet du haut de sa cage, notamment une arme, afin que le Big Show s'en serve contre Cass,
mais qu'au final ce soit Cass qui le récupère à sa place et qui arrive à frapper le Big Show avec, par exemple, un point américain. C'est là qu'on se demandera si Enzo a fait ça volontairement ou pas, ou bien si c'était un accident. C'est un scénario qui ne serait pas à exclure, je pense, mais en tout cas, il turn ou pas, même si je trouverais ça complètement débile, la victoire reviendra à Big Cass. Match suivant, Randy Orton contre Rusev. Donc un match dont le build-up aura été très limité, puisque tout s'est joué dans les dernières semaines, avec Rusev qui est venu se présenter face à Orton pour le défier, puis Rusev qui a porté un gros super kick à Orton par surprise à la toute dernière seconde du SmackDown de la semaine dernière. Puis Orton qui s'est vengé avec un RKO from out of nowhere dans le dernier SmackDown de cette semaine, après un match entre Rusev et Chad Gable. Orton, il faut le noter, a perdu 3 pay-per-view consécutifs face à Jinder Mahal. Ça serait donc étonnant qu'il perde pour une 4e fois consécutive, mais Rusev a aussi un gros besoin de victoire, car il n'a rien eu de positif à se mettre sous la dent depuis qu'il est de retour à SmackDown. Je verrai donc bien Rusev comme futur rival d'AJ Styles pour le titre US, ça aurait le mérite d'être un peu nouveau. Les deux auraient des raisons de gagner ce match, en tout cas, mais je vais tout de même miser sur une victoire de Rusev, car si Rusev perd ce match, ça sera bien difficile pour lui de retrouver de la crédibilité. Et je vais même ajouter mon petit point bonus, le retour surprise de Lana pour aider Rusev à l'emporter. Vu qu'elle est actuellement en train d'essayer de coacher Tamina, elle pourrait tout à fait essayer d'accompagner Rusev et Tamina à la fois. Ce serait une belle petite surprise si Lana venait à apparaître durant ce match. Donc je vais tenter de miser sur une victoire de Rusev, et tant pis pour la 4e défaite d'Orton consécutive. Pour moi, la seule raison de faire gagner Orton serait pour stopper cette série de défaites, mais que Rusev prenne aussitôt sa revanche dans le SmackDown qui suivra, afin d'égaliser et de prolonger cette rivalité qui après tout n'en est qu'à ses balbutiements. Sinon, Rusev, si c'était pas ça, Rusev pour moi l'emportera. Mais je mets ma pièce sur Rusev. Match suivant, Finn Demon Balor contre Bray Wyatt. Et oui, effectivement, Finn Balor va apparaître en Demon King, comme il nous l'a indiqué dans le dernier Raw, après avoir reçu un gros seau rempli de sang de la part de Bray Wyatt lundi dernier à Raw. Ça paraîtrait donc logique qu'il gagne, sinon ça craindrait pour lui quand même de perdre en tant que Demon King. De plus, il a perdu à Raw cette semaine, du coup une victoire de Finn Balor pour la revanche serait logique aussi, avant peut-être une belle le lendemain à Raw. Si Balor par contre perd 2 fois de suite face à Wyatt dans la même semaine, ça va lui faire mal, donc vraiment je vois Finn Balor gagner ce match, dont le build-up ne m'a pas trop plu personnellement, ce qui est dommage d'ailleurs vu le potentiel de chacun des deux personnages, le mariage des deux, Wyatt et Demon King, le mariage des deux aurait pu être mieux exploité que ça je pense. En plus ça fait quand même longtemps que j'attendais cette rivalité, puisque Bray Wyatt avait dit il y a longtemps maintenant qu'il surveillerait Balor du coin de l'œil, sauf qu'au final Wyatt a feudé avec Seth Rollins et que Finn Balor était occupé avec Elias. Balor est donc mon favori pour l'emporter, afin d'égaliser à un partout dans leur confrontation directe et de provoquer alors une belle ultérieurement à Raw ou bien plus tard, peut-être à No Mercy. En tout cas, je le redis, c'était encore quelque chose de complètement débile d'avoir organisé un match entre les deux à Raw. Voilà encore quelque chose, déjà que le build-up était pas terrible, mais en plus, s'ils nous mettent le match juste avant SummerSlam, ça n'a absolument aucun sens. Match suivant, John Cena affronte Baron Corbin. Alors, la situation de Corbin semble assez floue, après son fameux catch raté et inattendu dans le dernier SmackDown. Alors, est-ce vraiment l'attitude de Corbin sur les réseaux sociaux qui en est la cause? C'est difficile à dire. Reste à voir s'il y a une contrepartie avec une grosse victoire de Corbin sur Cena dans un pay-per-view majeur, ou si la sanction est vraiment réelle à l'égard de Corbin, auquel cas Cena l'emporterait, d'autant plus que SummerSlam est un pay-per-view maudit pour Cena, et qu'il pourrait être temps de l'emporter, et qu'en plus on parle beaucoup de Cena qui devrait partir à Raw
après SummerSlam en tant que free agent. Du coup, mieux vaut une victoire pour son dernier match à SmackDown. Après, le cash-in raté ne serait-il pas une couverture afin de mieux nous la faire à l'envers et de provoquer un effet de surprise pour que Corbin cash et prenne le titre à SummerSlam? Pourquoi je dis ça va vous paraître complètement dingo, mais après vérification des images, parce que j'aime vérifier, j'aime fouiner, j'aime enquêter, j'ai revérifié les images, j'ai mis les images au ralenti du roll-up de Jinder Mahal, et comme vous pouvez le voir sur cette illustration, Jinder Mahal avait bien le pied sous la corde pendant son roll-up, ce qui signifierait donc que Baron Corbin aurait tout à fait le droit de porter réclamation et de se faire restituer sa mallette afin de provoquer l'impensable et d'intervenir en fin de match après que Nakamura ait éventuellement battu Jinder Mahal afin de cacher sur lui et de récupérer un titre qui semblait alors impossible à récupérer après ce qui s'était passé à SmackDown. Franchement, je ne sais pas si c'est l'idée que la WWE a derrière la tête, mais personnellement, moi j'y crois, et ce serait vraiment quelque chose de génial et d'énormissime, et une idée qui aurait le mérite de tromper les fans pour mieux nous surprendre derrière. Et quand on sait la difficulté croissante aujourd'hui pour la WWE de tromper les fans avec tous ces forums et ces sites d'information sur le catch, la WWE aurait tout intérêt à trouver des subterfuges, des scénarios bien plus subtils et recherchés qu'on n'aurait jamais vu auparavant. Et pour le coup, un tel scénario aurait le mérite d'être inédit et surprenant. Donc, je les demande à voir. De toute façon, on saura après ce match si la WWE a voulu nous surprendre sur Corbin ou bien si la sanction est bel et bien réelle. Je vais donc miser sur la victoire de John Cena pour ses probables adieux à SmackDown et une défaite de Corbin afin de nous faire croire que la WWE ne compte plus sur lui avant le grand retournement de situation durant le match Nakamura-Mahal. Je vais en parler ultérieurement. Match suivant, Naomi défendra son titre de SmackDown féminin contre Natalya. Alors Natalya, on le sait, elle tourne autour du titre depuis bien longtemps. Alors pourquoi pas une victoire? Est-ce que ce serait pas son moment enfin? Mais à mon avis, hélas pour elle, Naomi va, je pense, conserver son titre. Tout simplement parce que Carmella a de fortes chances de cacher. Et si elle cache, autant le faire sur une face plutôt qu'une heel. Et donc, avec une Naomi toujours championne à l'issue du match, ça paraîtrait donc plus logique. Je verrais donc bien, par exemple, Naomi se faire surprendre après sa victoire, se faire surprendre par James Ellsworth, avec Carmella qui arrive par derrière en la frappant avec la mallette et en cachant dans la foulée. Donc James Ellsworth qui ferait une distraction, on va dire, qui distrairait Naomi, et derrière, paf, coup de mallette et le cash derrière. De toute façon, mon sentiment est qu'on aura un cash à SummerSlam, mais je dirais plutôt un seul au lieu de deux, parce que deux cash dans la même soirée, ça me paraît beaucoup. Donc si Corbin ne cache pas à SummerSlam, et que sa mallette est définitivement morte et enterrée, je pense que Carmella va le faire à SummerSlam. Et inversement, pour Corbin qui cacherait, mais pas Carmella, mais pas deux dans la même soirée. Ça me paraîtrait beaucoup. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il va falloir surveiller l'attitude de James Ellsworth, qui pourrait très bien jouer des tours à Naomi, afin que Carmella n'en profite pour cacher. Donc pour moi, victoire de Naomi et un cash de Carmella si Corbin ne le fait pas de son côté. Match suivant, autre match féminin, Alexa Bliss qui défendra son titre de Raw féminin contre Sasha Banks. Alors pour rappel, Bayley aurait dû affronter Bliss à la base, mais elle s'est blessée à l'épaule à cause, enfin en tout cas en grande partie à cause de Nia Jax. Du coup, Sasha Banks a gagné une finale contre Nia Jax suite à 2 triple threat matchs d'affilée pour se mériter un match de championnat à SummerSlam à la place de Bayley. Match vraiment très serré au niveau des pronostics. C'est peut-être même le plus serré de tous. Franchement, les deux peuvent gagner. Les deux peuvent être championnes à l'issue de cette soirée.
Ça pourrait très bien finir par un no contest, ou bien une fin pas très clean, afin d'avoir un rematch dès le lendemain à Raw. Le problème, c'est que Bayley ne doit pas revenir de blessure avant la fin de l'année. Elle en a encore pour un moment. Donc pensez à un éventuel Banks versus Bayley pour le titre, avec une Banks ou une Bayley Hill, comme le disent les différentes rumeurs. Ça me paraît pas très cohérent comme idée. Bliss va garder son titre, je pense, malgré tout. Mais ça risque de ne pas être très clean. Je pense qu'ils vont un peu tirer et prolonger la rivalité par la suite. On se souvient qu'à Great Balls of Fire, Bliss avait perdu contre Sasha Banks en se laissant décompter à l'extérieur afin de conserver sa ceinture. Ce qui avait vraiment énervé Sasha, qui s'en était alors prise à Alexa Bliss dans la foulée. On sait que ces deux filles ne s'apprécient pas des masses dans la vraie vie et s'envoient souvent des pics sur Twitter. D'ailleurs, Sasha Banks avait même fait un shoot sur Bliss durant un Raw Talk, disant notamment qu'elle se disait fan de catch, mais qu'elle n'était même pas capable de dissocier les Hardy Boys. Donc ça promet. Honnêtement, les deux pourraient gagner. Tout dépend de ce qu'ils veulent faire après et s'ils comptent installer cette rivalité sur la durée ou pas. On pourrait aussi imaginer Alexa Bliss conserver son titre pour qu'Asuka fasse ses grands débuts à Raw pour venir se mesurer à Bliss et lui montrer d'entrée de jeu la menace qu'elle pourrait représenter pour sa ceinture. Quant à Sasha, moi je pense qu'elle pourrait très bien passer du côté de SmackDown, vu qu'il en avait déjà été question lors du shake-up d'avril, et que c'est le moment pour elle de voir un peu autre chose. Puisque a priori il y aurait un shake-up après SummerSlam. Donc je vais donner un léger avantage à Alexa Bliss, mais dans la controverse, afin d'avoir un rematch derrière, avec peut-être Banks qui prendrait alors le titre dès le lendemain à Raw. Tout dépend des plans. Donc c'est vrai que c'est très très incertain ce match. C'est peut-être même le plus incertain de tous. Match suivant, match comptant pour les titres par équipe de Raw entre Sheamus et Cesaro contre Ambrose et Rollins. Alors Sheamus, on le sait, doit s'absenter à nouveau pour son tournage de film. Les Cesaro ont fait leur temps en tant que champion, je pense. La victoire d'Ambrose et de Rollins est pour moi la chose la plus logique à faire. On pourrait aussi penser à une défaite d'Ambrose et de Rollins, suivie d'un heel turn d'Ambrose. Alors certes, je pense que ça va finir par arriver, mais à mon avis, ce ne sera pas pour tout de suite. L'histoire semble vraiment, si on regarde la storyline, l'histoire semble tourner vers un changement de titre, d'autant plus qu'avec l'addition de cette team face, ça permet justement de grossir le roster face par équipe de Raw, qui était bien maigre depuis la fin d'Enzo et Cass et de Golden Truth, puis puisqu'il ne restait plus que les Hardy Boys et dans une moindre mesure Slater et Rhino en tant que team face. Donc cette création d'équipe ne me paraît pas être faite dans le but que cela split dans la foulée. En revanche, que l'équipe split ultérieurement avec un heel turn d'Ambrose me paraît largement envisageable. Et d'ailleurs le heel turn d'Ambrose, c'est une chose que j'appelle de mes voeux depuis un bon moment, et j'espère que ça finira par arriver, car Ambrose tourne un peu en rond depuis un moment, et ça lui ferait du bien de changer un peu d'attitude. Ambrose et Rollins n'ont de plus aucun plan prévu au niveau solo, donc autant faire durer cette équipe un certain temps. D'ailleurs, il faut noter que si Ambrose gagnait les titres par équipe, il deviendrait Triple Crown Champion, puisqu'il a déjà été champion de la WWE et champion intercontinental. Il serait donc le premier membre ex du Shield à obtenir ce titre honorifique. Vu la pop qu'a reçu l'association Ambrose Rollins dans le dernier Raw, les voir repartir avec les titres serait probablement un super feel good moment pour les fans. Donc rien que pour voir ça, il faudrait qu'il l'emporte. Voilà mon pronostic. Match suivant, AJ Styles va défendre son titre des États-Unis face à Kevin Owens, avec en plus comme stipulation, si on peut dire, Shane McMahon qui sera special guest referee. Alors le ping-pong permanent des ceintures, ça c'est quelque chose que je n'aime pas, donc il faut vraiment arrêter avec ça. Donc j'espère qu'AJ Styles va rester champion. De plus, on parle beaucoup d'une rivalité entre Shane McMahon et Kevin Owens, un peu à l'instar de ce qui avait été fait à WrestleMania entre Shane et AJ Styles. Du coup, avec un Shane en tant qu'arbitre spécial,
c'est pas impossible que Shane intervienne de façon malencontreuse sur Owens afin de faire gagner Styles et d'énerver Owens afin de provoquer une vraie rivalité entre Kevin Owens et Shane. Faut vraiment que Styles passe à une autre rivalité maintenant, parce que les Styles Owens, c'est quand même malheureux de dire ça, mais c'est vrai, les Styles Owens, on en arrive vraiment à saturation. Alors évidemment, le comportement de Shane sera un élément décisif dans ce match. Difficile de dire ce qu'il va faire, s'il va avoir un bump ou pas. À mon avis, il va en avoir un. Et je pense que Shane aura des raisons de s'en prendre autant à Styles qu'à Owens durant le match, afin de maintenir un certain suspense. Mais au final, Styles devrait s'imposer donc avec Rusev, comme je vous le disais tout à l'heure, qui pourrait s'imposer comme un potentiel futur challenger numéro 1 s'il arrivait à sortir vainqueur de sa feud avec Orton. Match suivant, Jinder Mahal face à Shinsuke Nakamura pour le titre WWE. Une affiche absolument très imprévisible, hein. Qui aurait cru qu'on aurait ça à SummerSlam pour le titre WWE? C'est assez incroyable. La hype en tout cas autour de ce match n'est vraiment pas terrible, hein, faut le reconnaître. C'est bien dommage, hein, pour un match de championnat de la WWE, qui plus est pour un pay-per-view aussi important que SummerSlam. On rappelle que Nakamura est devenu challenger numéro 1 en battant John Cena clean il y a 2 semaines de cela à SmackDown Live. Le règne de Jinder Mahal arrive maintenant, on peut le dire, en bout de course. Nakamura, pour moi, devrait fort logiquement s'imposer dans ce match, mais c'est surtout l'après-match qui m'intéresse, hein, je vous l'avais dit tout à l'heure. Baron Corbin aura peut-être une petite chance de cacher pour surprendre son monde en allant cacher sur le champion, que ce soit Mahal ou Nakamura. Un cache de Corbin permettrait aussi un potentiel triple threat match entre les 3 hommes et d'éviter en même temps une nouvelle feud entre Corbin et Nakamura, de laquelle on vient à peine de sortir et qui a accouché d'un match vraiment moyen à Battleground. Franchement, si la WWE arrivait à nous créer la surprise de faire venir Corbin avec la mallette alors que tout le monde pensait qu'elle était perdue, ce serait juste l'un de leurs meilleurs scénarios depuis bien longtemps. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les images parlent d'elles-mêmes et Corbin pourrait tout à fait porter réclamation et récupérer sa mallette en coulisses. La WWE aime nous troller en ce moment et ce serait, je pense, la plus belle quenelle qu'elle pourrait faire à toute la catchosphère. En tout cas, Corbin mis à part, Nakamura devrait l'emporter et devenir champion selon moi. Reste maintenant à savoir si ce sera pour quelques minutes ou non. Et enfin, on passe au main event. Brock Lesnar face à Samoa Joe, face à Braun Strowman, face à Roman Reigns pour le titre universel. Alors Brock Lesnar est le gros favori pour l'emporter, car il est toujours booké, hein, dans le Raw du lendemain, mais aussi le Raw suivant, hein, du 28 août, et également dans le prochain pay-per-view de Raw, à savoir No Mercy. Alors certes, rien n'est gravé dans le marbre en ce qui concerne les bookings de pay-per-view, mais pour être prévu dans les 2 Raw à venir, ça me paraîtrait quand même bizarre que Lesnar perde et donc soit donné partant de la WWE. Car Paul Heyman nous a dit à plusieurs reprises qu'en cas de défaite de Lesnar et Paul Heyman quitteraient la WWE. Ça semblerait donc difficile que Lesnar perde ce match, même si on parle aussi beaucoup d'un retour de Lesnar en MMA. Cela n'arriverait pas tout de suite et Lesnar pourrait tout à fait garder son titre au moins jusqu'à WrestleMania 34. Et on parle beaucoup aussi d'un Lesnar contre Strowman à No Mercy, d'autant plus que Strowman est le seul que Lesnar n'a jamais affronté en 1 contre 1 parmi les différents participants de ce match, et que ce duel nous a été en plus teasé lors du dernier Raw dans un brawl spectaculaire. On parle aussi d'un retour du Shield et donc d'Ambrose Rollins qui viendrait aider Reigns à gagner afin d'avoir les titres par équipe ainsi que le titre universel dans leur giron. Pour moi, cela relève juste du pur fantasme de fans qui sont restés nostalgiques du Shield et ça n'arrivera probablement pas. La fin de la Lesnar era n'est pour moi pas pour tout de suite, et tant qu'on n'aura pas le Lesnar Strowman,
pour le titre universel, je n'envisagerai pas de fin de règne pour Lesnar. Roman Reigns récupérera de toute façon le titre un jour ou l'autre, peut-être à WrestleMania 34, donc ça sert à rien de le gagner tout de suite. Samoa Joe est un destructeur qui a mis à mal Lesnar à Great Balls of Fire, mais dans un match qui finalement aura été assez court et que Lesnar a finalement gagné. Quant à Braun, comme je vous le disais, son heure viendra bientôt et je penche pour un match à No Mercy contre Lesnar dans un main event qui s'annonce énorme. Voilà comment je vois les choses. Pour terminer cette vidéo, il vous faudra aussi surveiller de près, alors quelque chose qui n'est peut-être pas très important, mais qui nous a quand même été teasé, c'est Goldust, puisqu'il a teasé il y a 2 semaines maintenant dans une vidéo la présentation d'un nouveau héros, d'un nouveau vilain, ou bien peut-être d'une jolie starlette. Alors on ne sait pas encore si ce sera une équipe qu'il va manager, ou bien simplement un lutteur avec qui il ferait équipe, ou alors quelqu'un qui managerait lui-même. Mais des rumeurs parlent déjà, hein. Alors ce n'est que voilà, ce ne sont que des pronostics, voilà, moi aussi j'en fais, hein. Mais je pense que ça pourrait être intéressant. On parle de Velveteen Dream qu'on voit à l'NXT, qui en effet collerait parfaitement avec le personnage de Goldust, et qui se fait très discret à la NXT en ce moment, donc je dirais pourquoi pas. Après, bon, on parle aussi du Gold Standard, Shelton Benjamin, qu'on annonce le retour. Ouais, bon, pour le jeu de mots avec Gold Standard, j'y crois pas du tout. On parle de Dolph Ziggler, hein, puisqu'on sait qu'il aura peut-être un repackaging, on ne sait pas encore, mais Goldust avec Ziggler, je le sens pas du tout. Donc je vais pencher pour le Velveteen Dream. Et concernant Breezango et leurs fameux assaillants, il va falloir apparemment attendre 15 jours, donc ça ne devrait pas se passer à SummerSlam. Voilà pour cette review, elle a été longue, hein, mais la carte est très copieuse. J'espère que ça vous plaira et que vous écouterez du début à la fin. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo, à me dire ce que vous en pensez. Il y a énormément de potentiel. Cette carte est peut-être pas la meilleure de l'histoire de SummerSlam, mais il y a quand même, je pense, des éléments de hype, des mystères, des choses qui peuvent nous surprendre. Et cela, en plus de TakeOver, ça peut nous faire un week-end de catch absolument extraordinaire. Et j'espère vraiment que la WWE va nous surprendre. Et je la sens un peu taquine en ce moment, et un peu en mode troll. Donc j'espère qu'elle va vraiment continuer là-dessus. Et qu'elle va réussir un peu à déjouer les pronostics et à faire taire un peu les rumeurs. Voilà, en tout cas, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera demain, la review de TakeOver Brooklyn, et on se retrouvera lundi pour ensuite la review complète de SummerSlam. Voilà, je vous souhaite un bon samedi, portez-vous bien, et d'ici là, bien entendu, vive le catch! Ciao à tous.